La séquence qui va suivre est intitulée « Une société en quête de sens et de confiance ». Elle est présidée par Guillaume Goubert, directeur de la Croix, qui accueille mesdames Claire Hédon et Nathalie Sartou-Lajus, monseigneur Laurent Ulrich et messieurs Xavier Bertrand et Clémence Ladenburger. Cette séquence sera suivie d'un débat avec vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez les envoyer sur WooClap, précédé par le hashtag P. Vous pouvez les envoyer soit sur Internet, à l'adresse www.wooclap.com/ssf2019, soit par SMS au numéro 06 44 60 96 62. Après, comme cela vous a été indiqué ce matin, envoyez un premier message avec le mot-code @ssf2019. Tout ceci est rappelé à la fois sur l'écran et dans vos dossiers du participant en page 8. Les questions et vos réactions alimenteront le débat qui suivra l'intervention. Mesdames Hédon et Sartou-Lajus, monseigneur Ulrich, messieurs Bertrand et Ladenburger, monsieur Goubert, bienvenue. Nous allons débuter en visionnant une courte vidéo où Florence Obnas, journaliste, nous dit ce qu'est pour elle faire société. Ensuite, monsieur Goubert, vous aurez la parole. C'est vachement bien là. Vous pouvez me dire si je suis Florence Obnas ? Je suis Florence Obnas. Je vais juste... ouais. Alors, c'est vrai que le terme de refaire société, pour moi, ne me convient pas. Ça voudrait dire qu'on est dans une société défaite. Et je pense que c'est une société qui ne nous convient pas forcément, ou en tout cas pas à tout le monde, mais c'est néanmoins une société. C'est une société qui pose aujourd'hui énormément de défis. Et les mouvements sociaux très atypiques qu'il y a eu, notamment les Gilets jaunes, tout un tas de mouvements à travers le corps social aujourd'hui, recréer ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ont montré les Gilets jaunes avant toute autre protestation politique? Ils ont montré que les gens avaient besoin de parler. Et ça, c'était la chose évidemment très émouvante sur les fameux ronds-points français. C'était les gens tout à coup arrivaient et timides. Moi, je les ai vus sur plusieurs ronds-points. C'était vraiment la tête rentrée dans le cou. Ils n'osaient pas parler, les yeux baissés, et petit à petit, ils parlaient. Au début, ils disaient voilà, moi je ne boucle pas mes fins de mois, mais ça doit être de ma faute, parce que personne n'en parle. Et petit à petit, l'autre il disait bah, moi non plus, j'y arrive pas, et l'autre moi non plus, moi non plus. Et donc, une chose qui paraissait individuelle, cachée, dont on n'osait même pas parler en famille, devenait le sujet de conversation. Et dans un pays comme la France, où on cache volontiers son salaire, où on ne parle pas, on n'étale pas ses problèmes, sauf à une manifestation, sauf à une démonstration publique. Mais là, c'était devenu le sujet de conversation. Et des liens très forts se sont créés, les gens ont tous dit on s'est fait une seconde famille, etc. Et donc ça pour moi, je ne sais pas si on peut dire refaire société ou je ne sais pas quel terme on peut employer, mais en tout cas ça a montré ce besoin-là de retrouver quelque chose de commun. Ça va peut-être? Non. Ah, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, nous avons maintenant ce temps intitulé « Une société en quête de sens et de confiance », avec ces deux, une sorte de chapeau, comme on dit dans ma profession, avec deux questions en complément. La solution à la crise que nous vivons, les solutions à la crise que nous vivons sont-elles seulement matérielles? Comment retrouver le goût de faire communauté? Une quête de sens et de confiance, ce sont deux questions qui sont en fait distinctes et en même temps étroitement imbriquées. Quête de sens, qui est une question qu'il faut regarder à la fois du point de vue, si on prend des termes économiques, du point de vue de l'offre et de la demande. Existe-t-il actuellement en France une quête de sens au sein de la société française, au-delà de la seule prospérité économique et de la protection sociale?
Et nos intervenants, nous attendons d'eux qui nous disent un petit peu ce qu'ils perçoivent dans les différents métiers qui sont les leurs, différentes responsabilités qui sont les leurs, quelles sont les attentes des Français du matériel, mais aussi au-delà du matériel. Du côté de l'offre, s'agissant de la quête de sens, quel projet social proposer peut-il se limiter aux enjeux économiques et sociaux? Et au sein de cette question, quelle peut être la contribution particulière des chrétiens? Quoi qu'il en soit, rien ne sera possible sans la confiance qui fait aujourd'hui largement défaut. La crise que nous venons de vivre avec les Gilets jaunes, crise qui n'est pas terminée, a fait émerger ces craintes des Français, pour parler simplement, cette crainte de se faire avoir, ce sentiment d'être face à des forces hostiles ou à tout le moins indifférentes à leur sort. Comment restaurer de la confiance au sein de la société française, dans sa diversité croissante, vis-à-vis de ceux et notamment vis-à-vis de ceux qui disposent d'un pouvoir politique, économique ou médiatique? Pour aborder cette question, nous avons donc 5 intervenants que je vais vous présenter dans l'ordre dans lequel ils vont s'exprimer. À ma gauche, donc Claire Hédon, qui est présidente de ATD Quart Monde France. Claire, vous êtes rédactrice en chef à Radio France Internationale, c'est votre activité professionnelle en tant que journaliste. Vous êtes notamment en charge des magazines et vous êtes présidente du mouvement ATD Quart Monde France, dans lequel vous êtes présente active, alliée depuis 25 ans. Et notamment, vous vous êtes beaucoup impliquée dans les universités populaires du quart monde. À vos côtés, Nathalie Sartoulajus. Vous êtes titulaire d'un doctorat de philosophie morale sur le terme dette et culpabilité, qui a donné lieu ensuite à un livre que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Éloge de la dette. Vous avez enseigné la philosophie, et puis depuis novembre 2007, vous êtes rédactrice en chef adjointe de la revue Études, et vous avez publié de nombreux ouvrages, le dernier s'intitulant « Le geste de transmettre ». Monseigneur Laurent Ulrich, vous êtes archevêque de Lille depuis 2008, vous avez été ordonné prêtre en décembre 1979 pour le diocèse de Dijon, la ville où vous êtes né, et vous avez été ensuite nommé évêque de Chambéry, et donc vous êtes à Lille depuis 2008. Et on peut préciser, parce que ça a un sens par rapport au lieu où nous nous trouvons, que vous êtes chancelier de cette université. Monsieur Xavier Bertrand, vous êtes, à l'origine, vous étiez agent d'assurance avant d'entrer en politique. Vous avez été député de l'Aisne de 2002 à 2015. Vous avez été ministre de la Santé, ministre du Travail, questions qui sont évidemment importantes, thèmes qui sont évidemment importants pour les sujets qui nous occupent cet après-midi. Vous avez été maire de Saint-Quentin à partir de 2010. Et en 2016, vous avez été élu président du Conseil régional des Hauts-de-France et vous vous consacrez depuis entièrement à cette fonction. Et nous aurons également, après les 4 interventions de nos amis, intervention d'1 quart d'heure, nous aurons aussi j'allais dire un clin d'œil d'un ami européen avec Clemens Ladenburger, qui est de profession juriste à la Commission européenne, mais qui est également membre du comité central des catholiques allemands, le ZDK, qui est une assemblée de 230 représentants des laïcs allemands au sein de l'Église catholique, qui organise notamment tous les 2 ans un grand rassemblement qui s'appelle le Katholikentag, et voilà, qui nous donnera en quelques minutes, tout à l'heure, sa réaction, comme on dit souvent, son rapport d'étonnement par rapport à ce qu'il aura entendu, par rapport à ce qui se vit en France, par rapport à ce qu'il connaît de la réalité européenne. Voilà. Donc chacun d'entre vous va, en tout cas pour les 4 premiers d'entre eux, avoir la parole pour 15 minutes au pupitre, et il y aura un petit signal qui vous sera adressé au moment où il sera temps de conclure. Voilà, Claire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Une société en quête de sens et de confiance. Et franchement, comment avoir confiance dans une société qui exclut?
Parce que la réalité de vivre aujourd'hui en situation de pauvreté en France, c'est de se sentir exclu de la société et même, on peut dire, d'être exclu de la société. Et d'ailleurs, c'est ce que Florence Aubenas vient de dire sur ce sentiment qu'avaient certaines personnes dans la crise que nous avons traversée. Je vous propose de voir 3 points avec vous. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que vivre dans la pauvreté aujourd'hui ? Toute la question de la participation, comment faire pour que les plus pauvres participent à la société, et puis un peu, je dirais, que faire justement pour être plus inclusif dans la société. Je vous parlerai entre autres du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, parce que nous sommes dans une région où il y a justement un des territoires et d'autres territoires qui souhaiteraient être candidats. Qu'est-ce que vivre dans la pauvreté aujourd'hui ? Il y a d'abord les chiffres. Plus de 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, à peu près 14,3% de la population française selon les derniers chiffres de l'INSEE, un chiffre qui est en fait en augmentation sur la dernière année. Le seuil de pauvreté, il est fixé à 60% du revenu médian. En gros, il y a la moitié de la France qui gagne, le revenu médian est aux alentours de 1 800 €, entre 1 800 et 1 900. Il y a la moitié de la France qui gagne plus, l'autre moitié qui gagne moins, donc c'est comme ça qu'est établi le revenu médian. Et le seuil de pauvreté est à 60% du revenu médian, aux alentours de 1 050 € par mois. Ça, c'est un premier seuil. Il y a un autre seuil qu'utilise l'Observatoire des inégalités, qui est le seuil à 50% du revenu médian, moins de 850 €. Là, il y a 5 millions de personnes. Et un autre chiffre qui montre la très grande pauvreté, et plutôt les personnes avec qui on est, nous, à ATD Quart Monde, qui est le 40% du revenu médian, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec moins de 680 €, et elles sont 2 200 000 en France. Et je pense que ça, c'est un chiffre qui vous parle, vivre avec moins de 680 €. Comment fait-on pour s'alimenter, par exemple, correctement dans ces conditions ? Mais ça ne dit pas tout de la pauvreté. Le manque de revenus financiers est quelque chose. La réalité de la pauvreté, c'est un non-accès aux droits. Le droit au travail, le droit au logement, le droit à une éducation de qualité, le droit à l'accès à la santé, le droit à la culture. La réalité de la vie dans la pauvreté, c'est ça. Et nous, pendant 3 ans, on a mené une étude avec l'Université d'Oxford sur ces dimensions de la pauvreté. Et la particularité de cette recherche, c'est qu'elle a été menée avec des personnes en situation de précarité comme co-chercheurs. Pas simplement pour être auditionnés, mais comme co-chercheurs. Et on l'a menée dans 6 pays. 3 pays du Nord que sont la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et 3 pays du Sud que sont la Bolivie, la Tanzanie et le Bangladesh. Dans chacun de ces pays, il y avait des chercheurs de haut niveau, puisque menés aussi par l'Université d'Oxford, et des personnes en situation de précarité. Et le résultat final a été produit ensemble et a été coécrit avec les personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, sont ressorties les dimensions classiques de revenus insuffisants, de privation matérielle et sociale, de manque de travail décent, mais de manque de logement aussi. Sont revenus aussi d'autres dimensions nouvelles, comme la peur et la souffrance, la dégradation de la santé physique et mentale, la maltraitance sociale, c'est-à-dire le regard que chacun de nous porte sur les plus pauvres, qui peut être souvent discriminant. On a facilement, au fond de nous, une question qui est « qu'est-ce que les personnes ont raté pour se retrouver dans cette situation-là ?» Alors que plus on connaît cette question-là, plus on se dit « qu'est-ce que la société a raté ?» avec ces personnes pour que ça le retrouve dans cette situation. La maltraitance institutionnelle, il ne s'agit pas de montrer des personnes individuellement du doigt, les gens cherchent à bien faire, mais de fait la société est maltraitante. Et je pourrais vous donner un exemple. Certes, il faut lutter contre la fraude, mais à force de lutter contre la fraude au RSA, on crée de l'exclusion, les gens n'osent même plus demander le RSA, et on est sur des taux de non-recours, c'est-à-dire de gens qui devraient bénéficier du RSA, qui ne le demandent pas, de 30%. Donc la maltraitance institutionnelle, elle existe, et d'autres dimensions sont ressorties, l'isolement, la dépossession du pouvoir d'agir. De fait, on empêche les gens d'agir, les compétences acquises qui sont non reconnues. C'est important parce que je pense que c'est en comprenant mieux cette pauvreté qu'on luttera mieux contre, et à ce titre, nous nous désolons de la disparition de l'ONPES, qui va être intégrée au CNLE, mais avec une diminution assez forte de moyens. Et je ne dis pas ça que parce que le président de l'ONPES est dans cette salle. Je ne pense pas que ce soit en étudiant moins la pauvreté qu'on luttera mieux contre. Ça ne me paraît pas un bon signal. Donc, quand on essaye de comprendre un peu mieux cette pauvreté, on comprend qu'il faut donner la parole aux personnes et leur permettre de participer. C'était le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, cette question de la participation. Nous, à ATD Quart Monde, elle est inhérente à notre façon de fonctionner, d'abord parce qu'on a été créé par Joseph Wrezinski, un prêtre certes, mais qui était surtout issu de la grande pauvreté et qui a vécu
toujours comme une humiliation, le fait qu'on ne demande jamais son avis sur ce sa famille pouvait vouloir, de ce qu'il pouvait vouloir. Et donc, dès le début de la création d'ATD Quart Monde, l'objectif, ça a été de donner la parole aux plus pauvres et surtout de construire avec eux. Et pour ça, on a plusieurs lieux. On a les universités populaires Quart Monde, qui sont des lieux où des gens comme vous et moi, travaillant avec des personnes en situation de précarité, et où ensemble, finalement, on élabore une pensée du mouvement et qu'est-ce qu'on veut en termes de lutte contre la pauvreté. Récemment, on a aussi bien travaillé sur le revenu universel que sur le réchauffement climatique, que sur les questions d'accès aux soins, d'école. On sait que la question de l'échec scolaire avec 100 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire, c'est ce qui fait le lit de la pauvreté. Et si je prends un seul exemple de ce que peut nous apporter cette participation des plus pauvres, c'est que quand est venue dans le débat des élections présidentielles cette question du revenu universel, on nous a un peu demandé, nous, à ATD Quart Monde, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'en pensent les plus pauvres? Et la première chose qui est ressortie, c'est nous, on veut travailler parce que c'est le seul moyen d'être inséré dans la société. Après sont revenus d'autres choses, comme le montant qui n'était pas suffisant, le regard qui n'allait pas changer sur eux. Mais vous voyez, la première chose que disent les personnes, c'est « on veut travailler ». Ça déconstruit quelques idées reçues qu'on peut avoir. L'autre exemple qu'on a eu très récemment, vous savez qu'il y a un projet de réforme du RSA, un RUA, Revenu universel d'activité, dans lequel seront agrégées l'ensemble des aides sociales. Et les personnes en situation de précarité avec qui on a travaillé là-dessus nous ont tout de suite dit « mais ça, si on inclut les APL, les aides au logement, dans le RUA, pour nous, ça va être une catastrophe, parce que si on nous donne cet argent-là, alors que d'habitude, c'est versé directement au bailleur social, eh bien, on est dans de telles difficultés financières en fin de mois, où on fait des arbitrages sur ce qu'on paye et ce qu'on ne paye pas, quelle facture on va payer, quelle facture on ne va pas payer. Le risque est de ne pas payer le loyer et d'accumuler encore plus de dettes sur le logement. Voilà à quoi nous sert, je dirais, de façon très concrète, cette question de la participation des personnes et comment ça peut nous permettre de raisonner différemment. Moi, je le dis toujours, je n'ai pas vécu dans la pauvreté, il y a des choses que je ne sais pas et j'apprends réellement auprès des personnes les plus pauvres. J'apprends de leur intelligence et dû à quel point je me dis, pour beaucoup d'entre eux, nés dans un autre milieu, ils auraient réussi et moi, nés dans leur milieu, je ne suis pas sûre que j'aurais l'énergie qu'ils mettent pour s'en sortir. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas vous citer tout ce qu'il faut faire en termes de lutte contre la pauvreté. Une première chose dont on est convaincu, je vous ai parlé d'accès aux droits, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces droits, ils sont indivisibles. Et qu'actuellement, on a un peu tendance à travailler sur des dispositifs, un qui va travailler sur l'école, l'autre sur la santé, le troisième sur le travail, alors que ces droits sont indivisibles et qu'il faut travailler sur l'ensemble en même temps. C'est ce qu'on fait, par exemple, nous, dans le centre d'hébergement qu'on a à Noisy-le-Grand, où on accueille une trentaine de familles et où on travaille avec eux sur toutes les questions, à la fois l'éducation des enfants, le soutien scolaire, l'aide pour retrouver un logement définitif et aussi la question du travail et l'accès à la culture. Parce que la culture nous fait du bien à nous, ça fait du bien aussi aux personnes en situation de précarité et puis ça nous permet aussi de raisonner différemment. Il y a un projet dont je voulais vous parler, c'est Territoire zéro chômeur de longue durée, parce qu'il y a un territoire ici avec une fabrique de l'emploi à Los et à, les locaux pourront me dire, je ne sais, Tourcoing, pardon, merci beaucoup. Il y en a qui... le chômage de longue durée coûte à l'État 43 milliards d'euros par an. C'est en moyenne 18 000 euros par personne. Ce n'est évidemment pas ce que les personnes reçoivent. Il y a dedans un tiers de minima sociaux, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de cotisations sociales, d'impôts, de taxes, et un tiers de dépenses à plus long terme dans lequel on met justement la question d'éducation, de santé, mais aussi les questions de délinquance. Et donc le principe était de dire, donc il y a de l'argent, on sait très bien qu'il y a du travail mais pas d'emploi. On manque d'emploi, mais on ne manque pas de travail. On voit très bien que dans les territoires, il y a énormément de choses qui manquent en termes d'aide à la personne, en termes de protection de l'environnement. Et donc, c'est pas mal, on a pas mal bataillé pour obtenir une loi en 2016 qui a permis de sélectionner 10 territoires en France, des territoires ruraux et des territoires urbains. Et 10 entreprises à but d'emploi ont été créées, même 11 parce qu'il y a un territoire qui en a 2. Donc des EBE, des entreprises à but d'emploi qui reçoivent cette aide de l'État de 18 000 euros
par personne et qui vont embaucher l'ensemble des chômeurs de longue durée. Et cette question de l'ensemble des chômeurs de longue durée est capitale et je sais que la Fabrique de l'Emploi ici a beaucoup travaillé sur cette question d'exhaustivité, de réussir à toucher tout le monde. Et ce qui est plus compliqué au bout d'un moment, c'est d'obtenir un équilibre économique parce qu'en fait, les 18 000 € de l'État, qui d'ailleurs ont baissé depuis et sont à 17 200, ne suffisent pas. Pour un SMIC chargé, c'est aux alentours de 22 000 – 23 000. Et quand on met les locaux, les dépenses d'entreprises classiques et puis l'encadrement, on est au-dessus. Et donc, il faut aller chercher maintenant suffisamment d'activités rémunératrices pour pouvoir équilibrer les choses. Ce qui est très intéressant, c'est il y a un film qui sort d'ailleurs cette semaine, Nouvelle Cordée, fait par Marie-Monique Robin, qui elle est allée filmer à Mauléon, une entreprise à but d'emploi. C'est à quel point l'accès au travail change la vie des gens, à plusieurs titres. D'abord parce qu'ils se sentent insérés dans la société, et deuxièmement parce que, contrairement à ce qu'on pourrait dire, on vit beaucoup mieux avec un SMIC qu'avec le RSA, parce que heureusement notre système n'est pas complètement absurde et toutes les aides ne s'arrêtent pas quand on est au SMIC. La deuxième chose que ça montre, que cette expérience montre, c'est que finalement on trouve du travail pour les personnes. Et la conclusion, nous, c'est qu'on dit qu'on trouve aussi de l'argent, puisque de toutes les manières, le chômage coûte cher à la société. Alors, je ne vous cache pas qu'il va y avoir un rapport qui va être rendu, là, le 25 novembre, de l'IGAS, IGF et d'un comité scientifique. C'est un rapport qui nous inquiète, parce qu'on ne partage pas toutes les analyses. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une extension de l'expérimentation. On pense qu'il faut ouvrir à de nouveaux territoires pour continuer à expérimenter pendant les 5 prochaines années, avant, finalement, de faire un droit d'option où ça pourrait s'élargir à tous ceux qui le veulent pour rejoindre ce projet. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet local de territoire qui réunit les élus locaux de tous bords, les artisans, les commerçants, les associations, Pôle emploi, les syndicats, les personnes en situation de pauvreté, et tout ce monde-là travaille ensemble. Et je pense que ça redonne confiance dans une société, ça montre qu'on peut travailler ensemble, et ça montre qu'on peut être dans une société inclusive qui n'exclut pas de fait les personnes les plus pauvres. Donc voilà, je voulais vous parler de ce projet parce qu'il nous paraît important, parce qu'on sent que les personnes ont besoin de travailler pour être insérées dans la société. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la question de l'éducation. On est dans un système scolaire qui est très excluant, qui réussit très bien aux élites, mais qui ne réussit pas du tout à l'ensemble de la société. Dans les études PISA faites par l'OCDE qui classe justement la réussite scolaire de l'ensemble d'une société, la France est très très mal placée. Et on a 100 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire. Moi, ça a été une de mes découvertes quand je suis rentrée dans le mouvement Atelier Quart Monde, c'est qu'on peut avoir fait toute sa scolarité en France et être en immense difficulté de lecture et d'écriture. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment annoncer quand on lit et ne pas comprendre. Et donc, on mène une recherche depuis 2 ans et avec une action et une expérimentation sur 20 collèges et écoles pour essayer d'éviter cet échec scolaire et surtout essayer d'éviter l'orientation vers les SECPA-ULIS qui, de fait, là-dedans, se retrouvent avec 90% de personnes en situation de précarité. Et du comment on peut rendre aussi une école plus inclusive. Et là, finalement, tous les parents d'élèves ont aussi un rôle à jouer pour accueillir ces familles qui sont plus en difficulté. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je crois qu'on peut créer une société plus inclusive. Je crois qu'on peut essayer de créer une société dans laquelle on a plus confiance. Je suis très intéressée par les mouvements de jeunesse en ce moment qui se mobilisent sur le climat parce que ces personnes s'intéressent aussi à la question sociale et ne dissocient pas la lutte contre le changement climatique de la lutte contre la pauvreté. Et donc, je pense que les jeunes peuvent aussi nous donner un espoir sur la volonté de changer cette société pour en faire une société dans laquelle, justement, on a plus confiance. Merci. Nathalie, vous avez la parole. Donc, je vais essayer de répondre à la question qui nous a été posée à partir de ma formation de philosophe. Alors j'ai commencé par le sous-titre en fait.
parce qu'on a le choix, puisque c'était nos sociétés en quête de sens et de confiance, et puis le sous-titre qui était « Comment retrouver le goût de faire communauté ». Je suis partie de l'étymologie, puisque la communauté vient du latin « cum munus », qui veut dire avec obligation, c'est-à-dire c'est le fait de mutualiser les obligations, le fait de mutualiser ce que nous nous devons mutuellement pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir faire communauté. Et je trouve cette étymologie intéressante, le fait d'insister sur ces dettes mutuelles, ce que nous nous devons pour faire communauté. Pourquoi ? Parce que je pense que nous avons été très loin, nos sociétés ont été loin dans la réflexion sur les droits des individus. C'était un moment nécessaire, absolument nécessaire, en vue de l'émancipation des individus. Mais je crois qu'il nous faut maintenant, nous en sommes conscients, revenir à ce que nous nous devons mutuellement si nous voulons vivre ensemble, si nous voulons faire communauté. Et pour cela, je retiendrai 3 obligations, en fait. Alors, il y en a d'autres, et puis elles sont toutes liées, hein. Mais je retiendrai 3 principales. La première, la confiance. La confiance parce qu'il me paraît urgent de surmonter la défiance. Sans confiance, aucune communauté n'est possible. Or, la défiance aujourd'hui, elle est multiple. Elle existe à l'endroit des élites, on l'a entendu beaucoup durant cette session, à l'endroit des élites qui sont accusées de faire sécession, c'est-à-dire de ne plus se préoccuper du bien commun, mais uniquement de la sauvegarde de leurs privilèges. Elle existe aussi cette défiance à l'égard des plus précaires, qui, eux, sont accusés d'être des assistés ou bien de résister aux changements qui semblent nécessaires. Je crois que j'ai bien aimé, évidemment, la conférence de Jérôme Fourquet parce qu'elle nous présentait une image des différentes fragmentations, des différentes fractures de la société, avec cette image forte de l'archipel. Mais il y a eu aussi beaucoup de visions très polarisées de la société, qui opposent le monde un peu en 2 clans. Et ces visions très polarisées, elles sont rentrées dans la vulgarisation. Ces 2 camps étant les élites et le peuple, le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est la terminologie de Christophe Guilluy, mais aussi, là c'est un ouvrage du Britannique, ce qui est très intéressant aussi, qui s'appelle David Goodhart, qui vient de sortir aux éditions des Arènes, et qui s'appelle « La guerre des 2 clans, la nouvelle fracture mondiale ». Et lui, il oppose les partous, ce qu'il appelle les partous, les anywhere, hein, c'est-à-dire cette espèce d'élite, cette élite qui est très mobile, et puis les somewhere, ceux qui sont ancrés quelque part. C'est un éclairage intéressant parce que c'est l'éclairage britannique d'après le Brexit, hein. Alors je trouve que ces visions très polarisées, elles ont le mérite de souligner les excès et les dérives de la mondialisation et de faire entendre les inquiétudes de ceux qui se sentent déclassés dans une société de plus en plus mobile, de plus en plus performante, de plus en plus, qui se veut en tout cas de plus en plus ouverte et qui a été conçue pour et par les élites. Mais cette polarisation, me semble-t-il, si on en reste à elle, il me semble qu'elle a des inconvénients. Pourquoi ? Parce qu'elle a tendance à alimenter ce climat de défiance mutuelle, voire de paranoïa entre 2 clans qui, à la limite, ne parleraient plus du tout la même langue et qui ne pourraient plus se comprendre. Alors, il me semble urgent aujourd'hui de tisser des ponts, de tisser des passerelles. Surtout, elle donne de nos identités individuelles et collectives une vision souvent caricaturale. D'ailleurs, les promoteurs de cette vision très polarisée en sont tout à fait conscients. Plutôt que d'accuser les élites, il me semble qu'il faut dire quand même que nous avons besoin des élites. Nous avons besoin des élites dans tous les domaines de la société. Et plutôt que d'accuser l'élitisme, il me semble qu'il serait plus intéressant de développer une plus grande diversité de modèles de vie réussis. J'y reviendrai. Enfin, les plus mobiles d'entre nous, qui vivons dans ces grandes métropoles, on conserve quand même, quand on vit dans la région à Paris ou dans la région parisienne ou dans les autres grandes villes de France, on conserve quand même des attaches
dans nos territoires d'où nous venons, hein, dans les provinces dont nous venons. Et de même que les plus sédentaires parmi nous, ils ont aujourd'hui des possibilités de se déplacer, de voyager, sinon physiquement, du moins virtuellement, par les différents médias qui sont à leur disposition, dont les réseaux sociaux. Il me semble que, donc voilà, la perte de confiance, nous avons eu besoin de cette vision polarisée à un moment donné pour pointer les excès de la mondialisation, mais il faut en sortir. Il me semble que la perte de confiance, elle est en grande partie liée aux promesses non tenues, aux promesses bafouées parfois avec un certain cynisme par ceux qui nous gouvernent. Et je crois que moins d'arrogance, moins de positions de surplomb de la part de ceux qui nous représentent, de la part d'une certaine élite, que ce soit d'ailleurs une élite intellectuelle, médiatique, politique ou religieuse, moins d'arrogance, moins de positions de surplomb, l'aveu qu'ils peuvent se tromper, que différentes solutions sont possibles, renforcerait très certainement la disposition des citoyens à leur faire confiance. Enfin, la confiance, ce n'est pas simplement ce qui nous permet de créer des liens, ce n'est pas simplement ce qui nous permet d'aller vers les autres, mais c'est aussi ce qui nous permet d'aborder l'avenir comme une source de possible. Et ça, il me semble que c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin, certes, de réalisme, et j'étais tout à fait en accord avec l'intervention de Bernard Perret hier, qui disait que nous avons besoin de réalisme. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on ne nous raconte pas d'histoire sur les catastrophes qui sont en cours, notamment sur la catastrophe climatique, mais nous avons besoin aussi d'utopie, ce que disait aussi Bernard Perret. Nous avons besoin d'utopies nouvelles qui ne sous-estiment pas non plus la puissance de l'inattendu que peut recéler l'avenir, et ceci en vue de nouvelles transformations du monde. Il me semble que la force d'une encyclique comme Laudato Si', c'est de concilier les deux, de concilier réalisme et utopie, et que la conversion écologique et sociale qui est aujourd'hui nécessaire, c'est faire le choix quand même de la confiance, parce que c'est à la fois parier sur les hommes et leur capacité à se transformer, et c'est aussi faire le pari sur l'avenir, en ne s'enfermant pas dans une vision uniquement catastrophiste. Deuxième point, sur la deuxième obligation, la considération. Il me semble que c'est ça. Nous avons besoin, il faut prendre en compte aujourd'hui le désir de reconnaissance. Il faut prendre en compte le désir de reconnaissance parce que la question de la reconnaissance, il me semble qu'elle est centrale dans nos sociétés. Ça a été abondamment développé par un philosophe que je vous invite à relire, qui s'appelle Axel Honneth, notamment son petit ouvrage en collection de poche qui s'appelle « La société du mépris ». Les populations qui étaient concernées par les manifestations des Gilets jaunes, qui n'étaient pas les plus précaires, mais qui s'inquiétaient de la fragilité de leur niveau de vie, elles partageaient un même sentiment d'être méprisées. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a retenu mon attention. Dans des sociétés où la conscience de classe est moins forte, où les rôles sociaux, les rôles familiaux sont plus fragilisés, sont moins déterminés, les individus sont sûrement plus exposés à l'isolement, plus exposés à la concurrence et à des situations de mépris, particulièrement dans des sociétés qui valorisent exclusivement la performance et la mobilité. Du coup, ceux qui échouent ou ceux qui résistent au changement, parce que c'est dur de changer, ceux-là, ils se sentent inférieurs. Donc je pense qu'il faudrait valoriser d'autres modèles de réussite. Tout le monde dans la société n'a pas vocation à être auto-entrepreneur, d'autant plus que le fait d'être auto-entrepreneur est aussi source de nouvelles précarités. Mais je pense qu'il faudrait revaloriser notamment tous les métiers qui sont liés aux soins. Le pape François a raison d'insister sur le fait que l'acte de soin est sûrement l'acte le plus fondamental, l'acte humain le plus fondamental et celui qui a le plus de profondeur spirituelle. Et je trouve que ça a été une erreur, par exemple, de balayer avec une certaine condescendance la dimension politique. Vous vous rappelez des théories du Caire qui mettent au centre de ces philosophies le soin
et la sollicitude est au soin de ces pratiques. On les a balayées un petit peu, on a balayé la dimension politique de ces théories du care à cause du paternalisme ou du maternage supposé. Or, c'est tout le contraire. Ils ont au contraire, le soin au contraire pour viser la considération et l'attention des capacités des individus qui sont en situation de précarité. Enfin, la demande de considération, elle manifeste un désir de faire société autrement, de façon moins verticale, moins hiérarchique, dans une relation d'égalité aux autres, dans l'esprit d'ailleurs de la sociabilité qui est créée sur les réseaux sociaux. Lors des manifestations des Gilets jaunes, il y avait un plaisir à parler en son nom propre, comme un citoyen ordinaire, à égalité avec un ministre ou avec un expert, ce que M. Macron a appelé de façon un peu condescendante Jojo le gilet jaune. Eh bien oui, Jojo le gilet jaune, il avait un avis, si vous voulez, sur ces questions. Troisième obligation, il me semble que c'est la tolérance au sens de il va nous falloir faire vivre aujourd'hui le dissensus, les différends. C'est ça la tolérance pour moi, le sens fort, c'est de faire vivre les conflits et les dissensus entre nous. Il me semble que ce n'est pas simplement notre système représentatif qui dysfonctionne, mais notre capacité à nous mettre à la place de ceux qui ne pensent pas comme nous, de ceux qui ne vivent pas comme nous, de ceux qui n'aiment pas comme nous. Voilà. Et nous vivons dans des sociétés, c'est vrai, qui sont moins homogènes, où la diversité sociale, culturelle et religieuse est beaucoup plus importante. Cette pluralité de modes de vie, des convictions, elle donne l'image d'une société beaucoup plus fragmentée que certains interprètent comme un effondrement, une impossibilité de partager un monde commun. Or, selon le David Goodhart, dont je vous parlais tout à l'heure, il a raison de souligner ça, c'est comme un avertissement, le multiculturalisme a fini par être synonyme de diversité entre les groupes plutôt qu'à l'intérieur des groupes. C'est un danger. Il y a plein, les diversités de communautés sont très importantes, mais le danger, c'est la perte de diversité au sein de chaque communauté. Et c'est ainsi que se développent les communautarismes, où on ne fait confiance qu'à un cercle de proches, qu'à ceux qui nous ressemblent, qu'à ceux qui partagent la même culture, les mêmes valeurs que nous. Je dirais c'est humain. Quand on est exposé à une pluralité plus grande, nous avons des réflexes de défense, des mécanismes de fermeture pour nous protéger. C'est vrai que c'est humain, mais je crois que, sincèrement, personne n'a envie de vivre aujourd'hui dans des communautés closes, où tout le monde serait identique. Nous savons que la vitalité d'une communauté, elle est dans sa capacité à faire vivre la diversité et à faire vivre aussi les dissensus, les conflits qui nous séparent. Pour définir plusieurs manières de faire communauté, je retiendrai une des premières qui est peut-être la plus minimale, mais qui me paraît très importante, c'est coexister. Coexister, d'ailleurs, c'est l'intitulé d'une belle association qui a l'ambition de faire vivre plusieurs religions ensemble. En tout cas, qu'elles se parlent, qu'elles dialoguent. Voilà. Coexister, je dirais que c'est une manière de vivre ensemble qui tolère l'autre, qui lui fait une place. C'est exister côte à côte. J'aime bien le terme de côte à côte parce que ça dit que quand même, il va falloir se soutenir. Voyez ? Je n'ai pas à partager les mêmes pratiquent les mêmes convictions des autres, ils n'ont pas à m'être sympathiques ou compréhensibles, je n'ai pas l'obligation non plus à les aimer, à en faire des amis potentiels, mais à les tolérer et à me sentir concernée quand leur existence est menacée. L'expérience maximale de la communauté, je dirais, ça c'est l'expérience minimale, la coexistence, l'expérience maximale, pour moi, c'est la communion. Elle va plus loin que le simple fait de coexister. La communion, elle est dans une vibration commune, dans cette ferveur que partagent des personnes en assemblée, leur permettant de se vivre comme si elles ne faisaient plus qu'un, alors qu'elles sont différentes. Mais parce qu'à ce moment-là, ce qui les unit, c'est plus fort que ce qui les sépare. Nous avons eu des exemples de communion nationale, lors par exemple de la victoire de la France lors du mondial du 2018.
Moi, j'habite en région parisienne, dans le nord-est de Paris, à Bagnolet, et j'avais été très marquée par cette liesse. Il y avait à la fois des drapeaux français, des drapeaux algériens, et il y avait aussi, on voyait des femmes voilées, notamment une femme voilée qui avait recouvert, enfin son voile, c'était le drapeau bleu-blanc-rouge. J'avais été très marquée par cette image que je trouvais forte. Alors bien sûr, ce sont des moments de fête qui sont... c'est juste des moments exceptionnels, hein, si vous voulez. Et après, le lendemain, les divisions recommencent, hein, les divisions reprennent. Mais c'est bon de garder aussi en mémoire ces moments de communion. On en a vécu aussi lors de l'incendie de Notre-Dame. Hein. Lors de l'incendie de Notre-Dame, on a vu qu'il y avait une espèce de communion qui dépassait largement la communauté catholique, voire la communauté nationale des Français. Voilà. Donc c'est des moments, ces moments-là me semblent très importants. Voilà, donc je dirais, juste en conclusion, pour terminer, que s'il faut combattre le mépris qui fonctionne toujours selon un axe vertical, du haut vers le bas, la haine des élites, le mépris du peuple, et du bas vers le haut, la haine des élites, il ne sert à rien d'attiser ces oppositions, car nous avons besoin aujourd'hui, un besoin urgent de passerelles. Comme le souligne le politologue allemand Jan Werner Müller, le populisme, ce n'est pas l'anti-élitisme, c'est l'anti-pluralisme. Et notre défi le plus grand me semble être celui de penser l'unité de la société dans sa pluralité. Je pense que le christianisme a des ressources pour nous aider à penser cela. Mais je cède la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Nathalie. Je donne la parole à Monseigneur Ulrich. Voilà, j'entends la question qui est posée aujourd'hui et qui m'est posée particulièrement à moi comme évêque, cette question des nouveaux liens, des nouveaux lieux, quelle responsabilité pour des communautés chrétiennes. C'est ainsi que je crois je peux rendre compte d'un certain nombre d'expériences qui se vivent ici et là et qui sont soutenues par des communautés chrétiennes. C'est ce que je voudrais présenter dans un premier point. Des initiatives qui sont variées. Nous en avons eu évidemment beaucoup d'exemples au cours de ces 2 jours, à travers les ateliers, à travers les tables inspirantes de ce matin. C'est, je crois, intéressant. Tout le monde n'a évidemment pas pu parcourir cet ensemble, mais ça a été, je pense, une belle expérience que vous ayez pu le faire. On peut énoncer, je crois, des domaines ou des innovations rejoignant, me semble-t-il, des attentes contemporaines en matière d'utilité sociale et de liens, sont mises en œuvre alors, par des réalités ecclésiales. Je prends un mot assez général, plus ou moins institutionnelles ou plus ou moins d'initiatives privées, mais c'est-à-dire d'initiatives venant de baptisés, de tout statut, comme baptisés, et rassemblant des personnes qui veulent augmenter, restaurer et solidifier le lien social. Donc je pense qu'il faut imaginer pas simplement des opérations institutionnelles de l'Église, mais des opérations associatives nées de l'initiative personnelle d'un certain nombre de gens. Alors, dans nos églises diocésaines, bien sûr, ces initiatives peuvent être coalisées, peuvent être encouragées, et je pense, pardon de commencer par ce que le diocèse de Lille a essayé de mettre en œuvre en organisant une fondation, la fondation Treille Espérance, qui veut agir pour soutenir des activités que légalement le statut d'association diocésaine ne permet pas directement de soutenir, c'est-à-dire des actions culturelles, des actions dans l'ordre éducatif, notamment le retour d'un certain nombre de jeunes à l'insertion sociale, par l'emploi notamment, et par la solidarité. Voilà. Donc cette fondation est faite pour... alors elle est de nature, celle-là, tout à fait institutionnelle. Dans les églises protestantes et évangéliques aussi, il y a une grande source d'initiatives qui
qui sont prises par les unes et les autres, et nous en voyons le résultat dans cette région lilloise. Par exemple, j'en parlerai dans un instant, la Beige, qui existe depuis 35 ans sur notre territoire. Dans les initiatives donc, qui ont été présentées, parmi les initiatives qui ont été présentées ce matin, particulièrement dans les tables inspirantes, je cite donc un certain nombre d'activités qui peuvent être classées dans des catégories différentes. Et c'est le premier point que je voulais souligner, c'est l'intérêt de la chose, c'est les catégories différentes qui se vivent pour essayer de réintroduire ou de solidifier, de restaurer du lien. Alors, d'une part, premièrement, les initiatives concernant strictement de la solidarité. Alors, toutes les grandes associations des églises, le Secours catholique, la CIMAD, etc., qui travaillent aussi bien sur les liens au quotidien que sur l'analyse des causes et sur les projets. L'analyse des causes étant évidemment un des chemins par lesquels ces grandes associations travaillent avec beaucoup de persuasion aujourd'hui et permettent d'emporter l'adhésion de nombreuses instances. Je pense à la publication régulière du bilan annuel de la pauvreté du Secours catholique et de bien d'autres associations. Ici, dans notre région lilloise, la Beige Solidarité, qui est une création de l'Église baptiste il y a 35 ans, association donc de tradition protestante, a d'abord été rendue visible grâce à un bus qui se trouvait devant la gare de Lille et qui aujourd'hui est devenu une grande association ramifiée en plusieurs activités. L'activité d'accueil de jour, de l'activité de logement, de l'activité d'accompagnement, qui cherche à repenser le travail social et ses dispositifs pour refaire société avec les personnes les plus en marge. Et je pense que ça a été une très grande transformation qui s'est opérée dans cette association, qui a commencé à répondre à des besoins de la rue, des besoins immédiats, et puis qui, tout d'un coup, a développé, à travers maintenant un certain nombre d'engagements divers et variés, à travers des personnes de plus en plus nombreuses qui y sont engagées, a répondu à bien d'autres questions que les premières questions issues de la rue. Je pense, parmi les tables inspirantes que nous avons entendues ce matin, auxquelles nous avons pu participer ce matin, celle qui s'intitulait « Travail soigné ». Ce sont des acteurs du soin et du social qui sont en première ligne des fractures sociales et qui constatent qu'il y a bien des difficultés pour ces travailleurs eux-mêmes et que ces travailleurs qui sont chargés de soigner auraient aussi besoin d'être davantage soutenus dans le soin apporté à eux-mêmes. Ils sentent une grande difficulté à vivre eux-mêmes le soin qu'ils apportent, et nous avons entendu énoncer cette question tout à l'heure aussi comme quelque chose de très prégnant. Et puis parmi les associations que j'aime citer, bien sûr, vous l'avez vu, elle a été très présente dans ces semaines sociales, le comptoir de Cana, on a évoqué tout à l'heure Dorothy et le bar Simone à Lyon, ces bars solidaires qui essaient non pas d'abord de réunir des chrétiens, on a parfois dit bars chrétiens, mais qui ont plutôt cette initiative d'essayer de recréer du lien à travers la possibilité d'entrer dans un lieu qui est un lieu accueillant pour tous et qui permet de vivre. On a pris l'habitude dans ce bar du comptoir de Cana des cafés suspendus et des planches suspendues, c'est-à-dire de la possibilité pour des consommateurs de payer à quelqu'un d'autre une consommation qui se prendra éventuellement à un autre moment et avec des personnes qu'on ne connaît pas directement ou qu'on n'a pas rencontrées ce jour-là. La solidarité d'un côté, l'écologie de l'autre. Et deux associations ont manifesté dans ces tables inspirantes de ce matin ou dans les expériences proposées dès vendredi soir. Le Centre spirituel du Haut-Mont,
qui crée et accompagne des initiatives de lien social au cœur de la transformation écologique. Et ça n'est pas sans importance qu'il puisse y avoir aussi ce désir de restauration du lien social à travers cette préoccupation écologique. Et puis le Centre d'études et d'action sociale de la région de la Pévèle, qui est juste au sud-est de l'île, avec son potager participatif. Il y a quelques membres de ce CEAS ici et qui sont heureux de voir que c'est aussi ce type d'action qui peut être mis en valeur. Le troisième sujet qui rassemble et qui intéresse, c'est ce qui se passe avec les étrangers, les migrants et les réfugiés. Hier après-midi, les pastorales de la migration de nos 3 diocèses de Lille, Arras et Cambrai avaient organisé une grande après-midi Festi Migrants avec un forum des associations et un forum et une table ronde aussi sur cette question de la migration, de l'accueil, des causes de la migration, des raisons que nous avons de penser qu'il faut continuer à vivre ce travail. Ce matin, il y avait une des tables inspirantes, Agir en Web, qui nous a montré comment est née une action à travers simplement l'initiative d'un couple qui s'est senti révolté par le fait de l'obligation pour des personnes venues d'Irak de quitter chez eux et de devoir être accueillis chez nous, et qui s'est transformée en une association qui, depuis 5 ans, a accueilli des personnes et des familles venues d'Irak. Aujourd'hui, une petite centaine, 85-90, qui ont été accueillis par un certain nombre de familles de cette région de notre diocèse. Je pense aussi à une opération qui, dans le sud de la ville de Lille, à Lille Sud, avec les Sœurs Salésiennes, l'association du Val d'Occo, qui recrée du lien social à travers aide aux devoirs et retour d'une ancienne recette, si j'ose dire, la recette du patronage, qui de nouveau est capable de rassembler et de faire vivre un certain nombre de gens et de se lier à des familles, à des jeunes, et de créer du lien social là où cela peut manquer. Je voudrais signaler dans l'accueil des étrangers une paroisse de notre diocèse qui a répondu très fortement à la demande de l'accueil des étrangers à travers ce qu'elle a appelé un béguinage de la fraternité. Et si je veux souligner cette action, c'est que cette action a permis de loger dans une même maison, qui était une maison paroissiale dans laquelle se déroulaient des activités paroissiales habituelles de catéchèse, d'accueil, de préparation au sacrement. Ce béguinage cette maison accueille dans un étage une famille rom et dans l'autre étage une famille irakienne de réfugiés. Et donc on fait société ensemble. Et ça n'est pas sans rien, mais ça n'est pas non plus sans effort, parce que le suivi de ces 2 familles est assuré par une quarantaine de personnes qui se réunissent très régulièrement pour faire vivre un vrai accueil. Voilà. Et puis, je n'insiste pas sur les autres accueils divers que l'on fait. Alors, quatrième lieu, ce sont les familles. À la suite des synodes ouverts par le pape, convoqués par le pape en 2014 et 2015, et à la suite de son grand texte sur les familles, Amoris Laetitia, nous nous sommes engagés à la création de maisons d'église ou maisons des familles. C'est selon 4 actuellement sont en route dans notre diocèse pour s'ouvrir à la perspective d'accompagner, d'accueillir des familles et de leur permettre d'exprimer où sont leurs difficultés. Nous essayons de vivre cela aussi bien à Lille, à Roubaix, à Villeneuve-d'Ascq, à Dunkerque, et ceci est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et puis du côté des familles, je pense aussi à ce que les mouvements scouts sont capables d'initier sur ces thématiques d'intégration, de liens à développer, de sociétés à bâtir et d'avenir. La pédagogie scout étant extrêmement sensible à ces points-là. Et puis, un dernier aspect qui me paraît être relevé aussi de cette reconstitution de liens, c'est l'aspect de l'interreligieux. Depuis des années, existe à Roubaix une association
d'initiatives citoyennes sous le nom de Roubaix Espérance, qui rassemble des personnes et des responsables de religions différentes et d'engagements sociaux, associatifs, philosophiques variés, pour une connaissance mutuelle, pour un partage d'initiatives solidaires et favorables au lien social. Voilà. Et puis enfin, toujours dans ce domaine de l'interreligieux, depuis 3 ans, un rassemblement annuel, Ensemble avec Marie, réunit des chrétiens et des musulmans au moment de la fête de l'Annonciation, à l'instar de ce qui se passe au Liban depuis une quinzaine d'années, lors de cette fête mariale qui est aussi là-bas une fête nationale qui unit volontiers chrétiens et musulmans. Tout cela, je le crois, n'est peut-être pas complètement aperçu du grand public, mais se voit dans les quartiers. Et peut-être qu'on ne sait pas exactement quel impact cela peut avoir. Mais je dois dire que c'est bien souvent assez aperçu et assez bien connu des responsables politiques. Alors, deuxième point, qui sera peut-être moins long, extrapolation à partir d'un exemple. La question, c'est est-ce que, à travers ces engagements que des chrétiens ont pour restaurer du lien social, est-ce qu'il est possible d'aller au-delà du simple expérimental local mené par des associations? Est-ce qu'on peut extrapoler quelque peu? J'ai entendu tout à l'heure Dominique Coatanea nous évoquer le fait de porter du fruit au-delà de ce que nous pouvons voir, de ce que nous pouvons constater. Alors, bien sûr, nous ne sommes plus, nous, chrétiens, évidemment, cette minorité de blocage que Jérôme Fourquet rappelait hier matin et qui existait encore au début des années 60 dans notre société. Et donc, les pratiques que nous pouvons mettre en avant n'ont plus la visibilité et l'impact qu'elles auraient eu il y a 60 ans. Par ailleurs, quand on représente 35% d'une population, on peut rester aisément entre soi, puisqu'on a forcément sous la main tous les instruments d'une vie sociale complète. Quand on représente 5%, je veux dire les catholiques pratiquants, les chrétiens pratiquants, on sent davantage le besoin de sortir de son groupe. On a davantage besoin de recourir aux compétences des autres, sauf à penser que la seule richesse est entre soi et à préférer disparaître ou en tout cas à devenir insignifiant. De sorte que Jean Vanier disait à propos de la dynamique de l'Arche, je rappelle, c'est dans 37 pays aujourd'hui, 154 communautés, 10 000 membres, j'ai dépassé mon temps, pardon, il disait que small is beautiful. Il signifiait par là que le nombre n'importe pas tant que cela, mais que cela n'empêche pas de porter du fruit. De fait, l'intuition du compagnonnage entre des personnes avec un handicap et des volontaires accompagnants a déjà été capable de susciter sur ce modèle d'autres formes de convivialité, de colocation entre des bénévoles et des personnes de la rue, des femmes rejetées de leur famille, des femmes seules, enceintes ou avec enfants, des traumatisés ou des personnes malades psychiques, de plus en plus avec des personnes ou des familles migrantes et réfugiées. Ça s'appelle Lazare, ça s'appelle Marthe et Marie, ça s'appelle Simon de Cyrène. D'autre part, il ne faut pas exclure qu'une plus grande sensibilité de nos sociétés à ces diverses formes d'exclusion vienne aussi de cette forme nouvelle d'accueil inaugurée par Jean Vanier en 1964. Et non seulement les personnes handicapées peuvent être prises en charge dans la société, mais aussi elles peuvent être utiles à la société. L'Arche cherche désormais à ne pas vivre seulement une dynamique associative, mais aussi à devenir une entreprise produisant du bien pour la société. Le travail produit par les personnes handicapées apporte une valeur spécifique à reconnaître comme telle. J'ajoute pour terminer que l'Arche, très peu de temps après sa fondation en France, 5 ans après cette fondation, s'est exportée à l'étranger, en Inde, pour une première implantation. Étant d'origine catholique, elle a donc immédiatement été confrontée à une question devenue désormais habituelle: quel sera le statut de la religion chrétienne et d'une communauté catholique dans cette réalité nouvelle de la rencontre des religions? Ce n'est pas le lieu d'expliquer comment cette question est traitée dans les instances de gouvernance de l'Arche,
Mais je pointe ce sujet parce qu'il a trait avec le lien social qui peut être soit mis à mal, soit au contraire valorisé par le fait interreligieux. Je vous remercie. Merci, Monseigneur. Je donne la parole à Monsieur Xavier Bertrand. Il sera certainement plus facile de faire partager une inquiétude qu'une espérance. Par les temps qui courent, cela semble bien évidemment plus évident. Mais je voudrais quand même revenir sur le constat, l'inquiétude qui est mienne, et peut-être les façons de sortir du constat pour peut-être revenir au projet. Nous sommes très différents, mais peut-être que dans les propos, moi qui suis acteur politique, de droite, d'une droite gaulliste, d'une droite sociale, peut-être ne trouverez-vous pas les différences qu'on aurait pu s'attendre à trouver il y a quelques mois ou quelques années. La première des choses, c'est que la crise du politique, la crise de confiance est terrible, comme rarement. Ce n'est pas la première fois que nous connaissons cela, mais ça atteint aujourd'hui des niveaux très importants, très élevés, et pas seulement en France. Pas seulement en France. Et je voudrais juste revenir sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure. Moi, je ne suis pas anti-élite. Un pays a besoin d'élites, intellectuelles, culturelles, économiques, politiques. Le problème que nous avons, au-delà même de la constitution des équipes, c'est la déconnexion des élites. C'est cette déconnexion le fond du problème. Je ne voudrais pas me tromper parce que le populisme, l'extrémisme, c'est une voie pour personne et nulle part. Mais en tout état de cause, il ne faut pas tomber dans un discours anti-élite, mais pointer du doigt que le problème de fond, c'est la déconnexion. C'est cette déconnexion. La deuxième chose, c'est que les mutations que nous allons continuer à connaître sont terribles. Et il y a notamment la révolution du numérique, du digital, dont nous n'avons vraiment pas vu grand-chose encore, avec des conséquences importantes sur le lien social, mais aussi sur un sujet fondamental, la relation au travail. Si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir des sociétés sans travail et donc sans travailleurs. Il faudra m'expliquer comment on fait. D'autre part, l'urgence climatique, qui n'est en rien une fable ni un effet de mode. C'est un sujet que l'on sent bien, que l'on connaît depuis longtemps. Force est de constater que ça ne figurait pas en haut de l'agenda des politiques dans tous les pays. Souvenez-vous de cette phrase de Jacques Chirac, elle ne date pas d'hier, un peu plus qu'avant-hier. Qu'est-ce qui s'est produit depuis? Rien. Et je fais partie de ceux qui n'ont absolument pas envie d'ironiser sur cette jeune Greta Thunberg. On en pense ce que l'on veut. On peut penser qu'il y a des fils plus ou moins invisibles derrière elle. La belle affaire, les jeunes nous disent, ils disent à leurs parents et aux grands-parents que nous sommes, vous n'êtes qu'une bande d'égoïstes, vous n'avez jamais rangé vos poubelles, et c'est nous maintenant qui devons grandir au milieu de ces poubelles. Et la question n'est pas seulement la part et la place de la nature, non, c'est l'humanité sur cette terre. C'est ça le fond du problème. Et enfin, je le dis, une crise des inégalités qui ne cesse de s'accroître. Et la crise et les inégalités, avec juste une différence. C'est qu'il y a eu pendant bien longtemps, et vous-même qui êtes ici, avez défendu la cause de ces invisibles. Invisibles entre parenthèses, qui n'étaient pas représentés sur les ronds-points. Invisibles qui n'ont pas participé au grand débat. Invisibles dont le nombre ne cesse de croître et qu'au-delà des plans, même quand ils sont menés avec sincérité, on voit pertinemment qu'au niveau national, c'est compliqué d'agir. Parce que le vrai sujet, c'est qui est le plus à même d'agir et d'être efficace. Est-ce que c'est le national ou est-ce que c'est le local? Est-ce que c'est le public ou c'est la recherche de nouveaux partenariats en lien justement avec la société civile, fondations, les associations et les citoyens? Et cette crise des inégalités, elle a pris aussi depuis l'an dernier, moi je l'avais compris avec une formidable claque dans la figure au moment des élections régionales, où cette crise des inégalités ne touche pas ceux qui ont si peu, elle touche aussi ceux qui travaillent.
Quand vous avez des salariés qui n'arrivent plus à s'en sortir, honnêtement, vous êtes dans un pays qui va dans le mur. Et encore une fois, ce n'est pas un problème franco-français. Vous pouvez faire une extrapolation géographique avec ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit, et dans d'autres pays également. Donc on pourrait se dire que, bon, ok, d'accord, très bien, mais enfin, ceci existe depuis bien longtemps, et pourquoi aujourd'hui on serait face à un enjeu beaucoup plus dramatique? Tout simplement parce que les peuples ont compris. Et pardonnez-moi de le dire, c'est une conversation que nous avions juste avant de rentrer dans cette pièce. Les peuples ont compris qu'ils peuvent mettre un terme à cet ordre établi, à cet ordre mal établi. Soit par l'élection, en votant pour les extrêmes, quels que soient ces extrêmes, soit par la contestation, quand ce n'est pas une forme de légitimation de la violence. Ceux qui étaient si loin de tout et qui avaient si peu, ont longtemps pensé que parce qu'ils avaient peu de moyens d'agir. Mais à partir du moment où vous avez des catégories populaires et des classes moyennes qui sont en train de se dire que parce qu'elles étaient dans le jeu démocratique, elles peuvent se servir du jeu démocratique, et si le jeu démocratique a ses limites, c'est la contestation et la violence qui peuvent l'emporter, alors ils sont décidés à ne pas s'en priver. Et la lecture que je n'impose à personne mais que je propose, c'est parce que derrière cela, au-delà des conditions qui sont les leurs, c'est la question fondamentale de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est ça le fond du problème. La façon dont ils vivent si difficilement, ils n'ont pas envie de voir ça se reproduire pour leurs enfants et leurs petits-enfants, en n'oubliant pas bien évidemment un autre phénomène, le phénomène de déclassement. Parce que vous ne pouvez pas mettre de côté le fait que dans un pays comme le nôtre, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un statisticien, mais quand même, il vous faut en France 6 générations pour changer de catégorie sociale, à la hausse, parce qu'à la baisse, ça peut aller beaucoup plus vite. Il n'y a que la Hongrie qui soit plus mal placée que nous, avec 7 générations. Et cet état de fait est d'autant plus choquant que ça n'a pas été toujours le cas en France. Il fut des époques, et pas seulement pour les baby-boomers, où changer de catégorie sociale, et pas, quand je dis changer de catégorie sociale, au-delà de l'origine familiale, au-delà de l'éducation, de la formation, c'était beaucoup plus facile que cela. Aujourd'hui, alors, prenez le terme qui convient le mieux, parce que c'est l'ascenseur social, la mobilité sociale, c'est l'un, à mon avis, des fondamentaux du malaise français. Si je vous parle de ces différents sujets, c'est parce que je voudrais vous proposer une forme de double lecture. Je pense que si nous voulons reconnecter les Français à un projet qui ait du sens et qui redonne confiance, cela passe en premier par une dimension matérielle. Vous pouvez parler de la fin du monde ou des perspectives futures, vous ne serez pas écouté si vous n'avez pas des réponses concrètes pour la fin du mois. Je n'oppose pas l'un à l'autre, je ne déconnecte pas l'un de l'autre. Mais le premier point avec la crise de la défiance que nous connaissons, c'est qu'il faut aider concrètement, en termes de pouvoir d'achat et de niveau de vie, nos concitoyens. Et je ne cherche querelle à personne, mais c'est une question de lecture de modèle. Dans un pays comme le nôtre, nous avons besoin de premiers de cordée. C'est indispensable, mais ce ne sont pas les premiers de cordée qu'il faut aider en premier. La priorité, c'est de reconnecter la société, c'est de retisser des liens qui ne soient pas si invisibles que cela, et c'est la question pas seulement des classes moyennes, sujet qui a été tellement évoqué en politique, mais ce sont les Français les plus modestes, parce que ce sont eux qui sont en train de craquer depuis des années. Alors vous allez dire, oui, d'accord, il en parle, qu'est-ce qu'il fait ? Je vois aujourd'hui dans la région, le conseil régional est normalement investi de 3 compétences, 3 et pas 4. C'est la loi qui est ainsi faite, une loi qui n'est pas si mal faite, d'ailleurs la loi NOTRe, qui dit que les régions sont compétentes sur l'économie, l'emploi, la formation, sur les transports et sur les lycées. Et même si je ne suis pas l'État, il y a la possibilité de retisser des liens. Quand j'ai décidé de mettre en place dans la région une aide au transport, c'est-à-dire d'aider ceux qui travaillent, salariés modestes, moins de 2 SMIC, qui, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils font des kilomètres, ont des frais parce qu'ils travaillent, de prendre en charge une partie de ces frais, c'est une façon de ne plus être dans le discours sur la valeur travail, mais d'aider concrètement. Nous faisons la même chose pour l'aide à la garde d'enfants pour ceux qui travaillent. Mais on n'est pas là pour s'occuper uniquement de ceux qui travaillent, il y a aussi ceux qui sont privés de travail. Et quand on a mis en place une politique, certains ont un peu souri en disant « Mais mon Dieu, c'est anecdotique, qu'est-ce qu'ils s'embêtent avec cela ?» Nous mettons à disposition des chômeurs
qui n'ont plus de voiture depuis bien longtemps parce qu'ils ne pouvaient plus faire face aux frais et qu'ils ont besoin d'une voiture pour travailler. Vous habitez à Lille et vous travaillez dans Lille, vous n'avez pas besoin de voiture, vous pouvez vous débrouiller autrement. Quand vous êtes à 40 km de Lille et qu'on vous propose un emploi à 20 ou à 40 km de chez vous, que vous n'avez plus de voiture, il faut bien que quelqu'un vous aide. Ces voitures que nous mettons à disposition, de façon très symbolique, 2 € par jour, c'est aussi une façon de reconnecter et de tendre la main. Même chose avec Proche Emploi, plus de 15 000 personnes sont sorties du chômage dans ces conditions, et la même chose avec nos formations. Sauf que, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un président de région d'aider avec des aides de 20 ou 30 €, notamment pour les familles monoparentales? On pourra m'objecter que non, on pourra me dire que mon rôle, c'est plutôt de préparer l'avenir de la région, je le fais, mais tout ce que je peux faire n'est pas audible. Quand je me bats pour le canal Seine-Nord-Europe, 5 milliards d'euros. Synonyme, ce ne sont pas mes chiffres. De 30 000 emplois, personne n'y croit parce que ce n'est pas encore concret. Et donc, si vous ne reconnectez pas, si vous n'aidez pas avec les difficultés de la fin du mois à faire face à ces difficultés de fin de mois, vous n'êtes absolument pas audible et vous n'êtes plus légitime pour parler de la suite. Vous ne pouvez pas envisager l'un sans l'autre. Et donc, je vois ce que j'essaye de faire dans la région avec des moyens qui ne sont pas ceux de l'État. Nous avons un budget de 3,4 milliards et des contraintes budgétaires comme tout un chacun, mais c'est qu'il y a véritablement une possibilité, il y a un chemin. Et encore une fois, quand on veut, on peut, ça semble réducteur, non. Autrement, si on n'avait pas la possibilité d'agir, franchement, je ne ferai plus de politique, je ne serai plus dans l'engagement politique. Associatif certainement, dans d'autres fonctions, certainement privées, mais je ne serai pas en politique. Or, je pense qu'il est possible de le faire. Et ce que j'essaye de faire, c'est aussi de réveiller ceux qui nous dirigent à différents niveaux, de façon à indiquer que nous sommes maintenant dans une course de vitesse, mais qu'au final, les choses sont possibles et qu'il est possible. L'avantage dans l'action publique, et pas seulement l'action politique, même quand il est tard, il n'est jamais trop tard. Ça demande plus d'énergie, plus de moyens, plus d'engagement, plus peut-être d'innovation, mais qu'en tout état de cause, il n'est jamais trop tard. Et c'est pour ça d'ailleurs que bien souvent dans les élections, les Français choisissent toujours l'espérance, la perspective, et encore une fois, un peu pour eux, surtout pour les enfants et les petits-enfants. Et donc, je pense que nous devons aujourd'hui trouver les biais par l'innovation, par une approche peut-être moins césarienne, jupitérienne et verticale. J'ai été ministre et c'est vrai aussi que j'avais un comportement à vouloir bousculer les choses, sauf que cet adage qui dit qu'il y en a plus dans deux têtes que dans une n'est pas une fable et qu'il permet aussi de s'améliorer. Je vous donne un exemple. Je ne suis peut-être pas le responsable politique avec l'image la plus verte de la planète politique, mais quand vous avez des enfants, vous comprenez. Et vous comprenez qu'il faut agir vite, vous essayez juste de déterminer de quelle façon vous pouvez encore une fois être le plus efficace. C'est ça l'enjeu. Redonner du sens. Mais au fait, 3 minutes, c'est plus qu'il ne m'en fallait, madame. Redonner du sens, en n'oubliant pas que si nous avons cette perte de sens aujourd'hui, ce n'est pas seulement les difficultés matérielles. C'est que nous avons perdu beaucoup, notamment sur la question de la transmission. La transmission était assurée par les familles, les parents, les grands-parents, que je suis intimement persuadé que nous devrions mieux faire la différence entre l'instruction et l'éducation, que l'instruction est affaire de l'école au sens large, mais que l'éducation est avant tout l'affaire de la famille. Et ça, on a tendance à faire une confusion des genres, bien coupable et bien regrettable. Que les institutions également avaient davantage leur place. Et je ne suis pas à pleurer comme un nostalgique, je dis juste que nous n'en sortirons pas si nous ne réussissons pas à replacer nombre de familles, nombre de parents face à leurs responsabilités. Certaines devront bien évidemment être aidées. Que d'autre part, c'est aussi partager ce qu'ont été des combats passés, des gloires passées et aussi des douleurs passées. Nous avons un problème en France pour regarder notre histoire et l'assumer et y faire face. Et c'est ensuite la perspective. Et quelle perspective? Je le dis aussi très clairement, sur l'océan de la mondialisation, il n'y a pas que le bateau anglo-saxon qui s'en sortira. Certains pensent que le modèle anglo-saxon est le seul bateau qui pourra s'en sortir parce que sur l'océan de la mondialisation, il est plus agile. N'oublions pas une chose, c'est qu'il emporte beaucoup moins de monde. Beaucoup moins de monde, ce bateau anglo-saxon. Et moi, j'ai la faiblesse de croire au modèle français. Un modèle français qui, encore une fois, semblait décalé, mais qui est le fruit à la fois des Lumières en remontant plus loin, mais aussi de ce qu'a été le Conseil national de la Résistance à une époque
où on savait parler et incarner l'intérêt général et parler et incarner l'intérêt national. Et de voir qu'il y a des différences, mais qu'il y a quand même les fondations de quelque chose qui est très important, ça s'appelle la Maison France, et en voyant quelle place les Français peuvent occuper à l'intérieur. Moi, je crois à ce modèle français. Il peut être soutenable financièrement, contrairement à ce que certains disent. La seule chose, c'est de ne pas oublier que derrière cela, et nous y reviendrons peut-être dans cette table ronde, il y a une devise républicaine qui est certes écrite sur les frontons de toutes les mairies, mais qui est beaucoup trop virtuelle pour nombre de nos concitoyens. Les fractures françaises, vous les connaissez, Jérôme Fourquet en a parlé mieux que moi. Je pourrais insister parce que moi-même, je suis à la tête d'une région où j'ai Lille qui va plutôt bien, mais j'ai aussi Sambre-Avesnois où ça va moins bien. Il y a des gens dans la région qui vont très bien, il y a des gens qui vont beaucoup moins bien. Moi, je suis le président de tous et je n'ai pas à choisir. Et je dois justement connecter et rassembler les uns et les autres. Et pour ma part, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce modèle français qui peut, à mon avis, redonner du sens et qui peut redonner confiance. Merci de votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole à Clemens Ladenburger pour quelques minutes. Oui, ok. Chers amis des Semaines sociales de France, chers frères et sœurs dans le Christ, je suis très honoré d'être encore une fois parmi vous. Vous m'avez demandé un petit clin d'œil allemand, un rapport d'étonnement. Je vais m'efforcer, mais je veux rendre avant tout un rapport de gratitude et de convergence aussi. Gratitude pour encore cette journée que j'ai pu vivre ensemble avec vous et qui s'insère dans ce contexte de plus de 15 ans maintenant de collaboration et de contact, de complicité en réalité entre les Semaines sociales de France et le comité central des catholiques allemands dont je suis membre. Chaque fois, nos rencontres sont tellement enrichissantes et cette journée a été tellement enrichissante. Je me suis mise à l'écoute tout au long de la journée, depuis la messe, depuis cette belle messe, et puis deux tables inspirantes, extrêmement inspirantes pour moi. Je vais revenir brièvement là-dessus. Le moment de partage, maintenant notre table ronde. Je veux exprimer avant tout cette gratitude pour notre chemin ensemble que nous allons depuis 15 ans maintenant au moins, comme avec les deux organisations. Je me permets une petite parenthèse, parce que certains amis m'ont parlé de ça et m'ont encouragé de le mentionner brièvement. Vous le savez peut-être que les catholiques en Allemagne entament maintenant, à partir du dimanche d'avant, le chemin synodal. Ce chemin synodal que nous allons ensemble, les évêques allemands, avec les laïcs allemands organisés dans le comité dont je fais partie. Chemin synodal, je vais simplement dire que nous aurons besoin de votre attention, de votre constante attention et de votre suivi, de vos prières pour ce chemin qui est nécessaire pour l'Église en Allemagne, mais qui peut peut-être porter fruit aussi au-delà de l'Église allemande. Je me réjouis énormément d'avoir entendu aujourd'hui qu'il y a une perspective d'avoir vos représentants comme observateurs dans ce chemin. Donc, s'il vous plaît, suivez ça avec attention et avec vos prières. Maintenant, étonnement ou convergence. Alors, rapport d'étonnement, oui, sur un plan superficiel, je pourrais venir avec quelques étonnements depuis l'Allemagne, à commencer par, et ça c'est un étonnement positif, les chrétiens d'Allemagne vis-à-vis la société française, ce qui s'est passé après l'incendie de Notre-Dame. Ça, pour nous, c'est étonnant, hein, cette réaction des Français. Tout de suite, on s'est demandé qu'est-ce
quel bâtiment pourrait brûler en Allemagne pour vivre quelque chose comme ça? C'est impossible. Hein? Mais il y a derrière ça aussi un signe des racines, de nos racines communes qui sont là. Et c'est étonnant. Mais c'est très positif. Mais peut-être plus lié à nos thèmes d'aujourd'hui. On aurait pu, et nous avons dans nos échanges avec les amis, Philippe Segretin, Jérôme Vignon, autres, tout au long de cette année, on a eu quelques étonnements par rapport à la crise des Gilets jaunes, le phénomène des Gilets jaunes. On n'a pas eu ça comme ça en Allemagne. On n'a pas encore, pas comme ça, une crise de défiance globale vis-à-vis d'un système politique. Grosso modo, peut-être les Allemands, lorsqu'on les interrogerait, se sentiraient moins fort une déconnexion des élites politiques. Ça, peut-être, il y a des différences. Bon, vous savez, là, sur un plan superficiel, l'Allemagne a vécu une période de 10 ans de prospérité énorme. Des centaines de milliers de postes de travail ont été créés. Il n'y a pas beaucoup ou presque pas de chômage. Donc, énormément de gens vont très bien et vont mieux qu'il y a 10 ans. Mais ça, c'est la superficie. Et puis j'ai rejoint vos tables inspirantes ce matin. Et c'était et là, c'était la pleine convergence. J'ai découvert vos discussions sur ces travailleurs des soins, leurs souffrances, leurs problèmes. Et il se trouve que nous, dans le comité central des catholiques, il y a 2 ans, on a fait un rapport là-dessus. Sur les soins en Allemagne, les soins dans une société qui est en train d'agir, avec des recommandations concrètes qui sont similaires de ce qui a été dégagé. Deuxième table inspirante sur le système d'éducation, ça a été évoqué ici aussi. Effectivement, en Allemagne, parfois, au niveau international et européen, maintenant on dit « le système allemand, c'est une bonne formation professionnelle », peut-être, hein, mais il ne reste pas moins que aussi notre système d'éducation ne parvient pas à surmonter les inégalités dans la société. Et puis le dernier point que je voulais signaler, lorsqu'on parle de fracture dans la société, nous, en Allemagne, on a le défi qui nous reste toujours et qui nous accompagnera pendant beaucoup d'années de fracture entre l'Ouest et l'Est. Et ces sentiments il n'y a peut-être pas un sentiment général des Allemands de crainte de se faire avoir, comme Claire Hedon a mentionné, mais il y a certainement un sentiment répandu des Allemands à l'Est de ne pas être pris complètement au sérieux. Pardon? Ah oui. C'est excellent. Oui. C'est ma faute, ça. Hein? Oui. Donc nous avons, je voulais brièvement mentionner ce défi qu'a la société allemande, parce que ça nous accompagne depuis 30 ans. La semaine dernière, la chancelière Merkel a dit nous nous apercevons nous-mêmes que peut-être il nous faudra 50 ans pour surmonter le fossé, beaucoup plus qu'on ne pensait. Seulement, petit à petit, on se rend compte des raisons profondes, culturelles et économiques, le dépaysement dans certaines régions de l'Est, l'exode massif, hein, mais aussi les différences culturelles, la méfiance
qui était implanté dans beaucoup de nos compatriotes à l'Est vis-à-vis de tout ce qui est média, tout ce qui est opinion publique. Et c'est intéressant, c'est important parce que ça peut nous enseigner aussi quelque chose sur comment nous allons vivre en Europe plus globalement, parce que les phénomènes sont similaires. Pour conclure, aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure et que je vais rapporter. Ce que Nathalie a dit sur le devoir de considération, le devoir de tolérance. Notre ancien président de la République, Joachim Gauck, vient de publier un livre, Tolérance simplement difficile, Toleranz einfach schwer, et où il en parle de ça. Et effectivement, et c'est tellement vrai ce constat, nous essayons d'avoir plus de tolérance dans la société, mais ce n'est pas nécessairement plus de tolérance à l'intérieur de nos groupes. Et entre autres, l'Église peut être un lieu de pratiquer et de garder la tolérance entre un large groupe qui rassemble des hommes et des femmes venant de groupes très, très différents. Ça me ramène au chemin synodal, parce que je crois que là, j'ai découvert ça cet après-midi. Pour nous, c'est un effort aussi de garder ou de regagner un certain pouvoir des catholiques en Allemagne de pratiquer tolérance entre eux pour pouvoir porter à nouveau un message d'espoir et d'aide constructive à la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, alors on a commencé un petit peu en retard et puis on a pris un petit peu de retard, mais on garde quand même un temps maintenant pour le débat, la conversation, qui va se faire en deux temps. En premier lieu, je vais moi-même, alors je vais me limiter à une seule question, parce que justement pour éviter qu'on prenne trop de retard, parce que nous avons tous des obligations après, mais également faire remonter les questions qui sont parvenues à nos deux amis qui sont perchés en haut sur la tribune et qui nous prendront la parole pour nous répercuter vos propres questions. La question que je voudrais, l'unique question que je voudrais vous poser à tous les quatre, tous les cinq, c'est finalement on a assez peu parlé de la quête de sens. Au-delà de toutes les urgences. Ces urgences, il ne faut surtout pas les nier. Xavier Bertrand a eu raison d'insister sur ce point. Il faut s'occuper des fins de mois, il faut s'occuper des difficultés matérielles que beaucoup d'entre nous, beaucoup de citoyens de ce pays et de l'Europe connaissent. Néanmoins, est-ce que dans les fonctions qui sont les vôtres, les responsabilités qui sont les vôtres, est-ce que vous percevez une quête de sens, des aspirations sociales particulières qu'il serait possible de caractériser, au-delà simplement des enjeux économiques et sociaux? Est-ce qu'il y a des points qui vous paraissent importants à signaler, notamment dans les jeunes générations, et pourquoi pas, osons le mot, des attentes spirituelles qui aujourd'hui ne seraient pas satisfaites par la société assez matérialiste dans laquelle nous vivons? Claire? Alors moi, j'ai eu l'impression de vous parler que de sens. Qu'est-ce qu'on veut comme société ? Et quand je vous ai dit aussi, par exemple, les plus jeunes sont intéressants aujourd'hui dans cette quête de sens parce qu'ils parlent non seulement de lutte contre le réchauffement climatique, mais ils veulent aussi une société plus juste. Ce n'est pas simplement la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Donc je pense que cette jeune génération est encore plus en quête de sens, et quand on voit des surdiplômés qui commencent à dire « mais moi je ne veux pas aller dans telle entreprise parce que justement, et en termes environnementaux et en termes sociaux, elle ne fait pas ce qu'il faut », je pense que ça va aussi obliger la société à bouger. Mais j'ai plutôt l'impression, moi, de parler que de sens. Dans quelle société veut-on vivre? Et quand Michel Serres disait « nous n'avons jamais vécu en démocratie tant que nous avons autant de pauvreté et de personnes exclues dans la société », je pense que c'est ça. Quel projet de société? Dans quelle société voulons-nous vivre? Merci Claire. Nathalie? Oui, je suis également frappée par cette quête de sens du côté de la jeune génération, et notamment de voir que pour eux c'est important de faire un travail
aujourd'hui qui aient du sens et qui sont prêts peut-être à gagner moins. Hein, on parlait de ce slogan, vous vous rappelez, travailler plus pour gagner plus. Ben, aujourd'hui, on a une jeune génération, je pense, qui est prête à gagner moins pour un travail qui ait plus de sens. Et ça, je trouve que c'est plutôt encourageant. Et j'étais frappée aussi avec ce mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, qui s'inquiètent de la baisse de leur pouvoir d'achat. Mais ce qui m'a frappée aussi, c'est qu'ils étaient venus pour des taxes très concrètes, hein, si vous voulez. Et puis très vite, ils se sont mis à revendiquer autre chose. Et on a senti qu'au fond, pour eux, il y avait un désir de se rassembler, de faire de nouveaux communautés, qui était vraiment très important parce que ça les sortait de leur isolement, de sortir de l'isolement, de sortir de cette situation d'impuissance. Et je pense que certains ont dit même que sur les ronds-points, ils avaient trouvé plus de chaleur humaine. Certains ont parlé même de famille. Et je pense que ces liens d'amitié qui se sont tissés expliquent en grande partie pourquoi ces mouvements ont duré, hein, si vous voulez, dans le temps. Hein, voilà. Donc oui, je pense qu'on a besoin aussi d'inventer aujourd'hui une démocratie qui soit plus chaleureuse et qui soit davantage à taille humaine. Deux signaux dont l'un n'est pas tout à fait faible, c'est le fait que dans les recherches d'emplois nouveaux, de gens qui arrivent à 40 ans et qui veulent changer de style, les métiers d'enseignant redeviennent attractifs à cause de ce qu'ils portent comme valeur et comme sens. Voilà. Deuxième chose, alors qui est un signe, lui, un signal faible, mais auquel nous pouvons être attentifs, c'est le développement des colocations du style de ce dont j'ai parlé avec l'Arche, Lazare, Simon de Cyrène, Marthe et Marie, etc. Des colocations entre des gens qui ont des facilités dans la vie avec des personnes qui portent divers handicaps par rapport à la vie sociale. Je pense que ces deux éléments sont significatifs. Xavier Bertrand, j'ajoute un codicile. Je ne vais pas être très original en intervenant le quatrième, hein, mais juste pour dire cette quête de sens, elle est évidente. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a aussi un fait religieux qui parfois se réancre. C'est donc cette quête de sens, parce que c'est vrai également aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment d'espérance politique, de nouveaux caps politiques, vous le savez. Je pense que cette quête de sens, ce n'est pas sur une dimension économique et sociale seulement, mais elle se fait certainement sur le troisième terme de cette devise républicaine, fraternité. Celui qui a été bien souvent le moins bien déterminé, et je pense que c'est ça aujourd'hui le nouvel horizon. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à faire sur la liberté, il faut d'ailleurs faire très attention parce qu'il pourrait y avoir des tentations libertaires ou liberticides. Il y a la question de l'égalité, où je pense que le problème français, c'est bien souvent qu'on a confondu égalité avec égalitarisme. Mais par contre, c'est sur la fraternité qu'il y a à redéfinir, et ça, je pense que ça fait également un beau projet de société. Et sur les jeunes, sur les choses aussi très clairement, et c'était vrai sur la question des Gilets jaunes, il y a bien évidemment ce minimum pour vivre, mais je pense qu'on est en train de dépasser la question de la seule société de consommation. Les gens ont un comportement beaucoup plus responsable par eux-mêmes. Ça, c'est une évidence. Et le tout dernier point qui est aussi à mesurer sur la question de la quête de sens, ce qui s'est passé sur les ronds-points, c'est là où beaucoup ont découvert la question des solitudes. Parce que le rond-point était aussi une réponse à ces solitudes. La solitude, elle s'ancre davantage dans l'exclusion, c'est vrai, mais c'est un mal français très répandu. Ce n'est pas un mal uniquement franco-français, mais c'est un mal français très répandu. Et on l'a vu avec toutes ces familles monoparentales, elles exprimaient aussi quelque chose. Ça aussi, je pense que ça répond à cette quête de sens, que de prendre ça complètement à bras-le-corps. Ce n'est pas un sujet d'habitude abordé, pardonnez-moi, mais sur les plateaux de télévision. Hein. Clemens, vue d'Europe, vue d'Allemagne. Oui, mais entre-temps, chacun des intervenants a évoqué exactement les points. Le mal de la solitude, c'est un mal allemand. La transformation de la société de consommation, c'est spectaculaire. La rapidité, le changement de conscience des gens, la déstructuration des carrières professionnelles, on en a parlé dans notre table inspirante, et le potentiel de sens nouveau que ça ouvre, et notamment les essais de rendre attrayant
certaines professions comme l'enseignement, tout a été dit. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais donner maintenant la parole à ceux qui vont vous répercuter nos questions. Je vois qu'Antoine a pris le micro. C'est bon. Merci beaucoup. Les réactions sont très positives par rapport à ce panel. Des propos percutants, nous dit-on, des exposés vivants, en particulier celui de Clémence Linder-Burger. Donc il y a des réactions plutôt positives. Alors avec Grégoire, on s'est réparti les questions en fonction des intervenants à qui elles sont adressées. Donc je prends les questions qui sont adressées à Monseigneur Laurent Ulrich. La première question: les actions que vous avez évoquées sont-elles exportables? Vous l'avez mentionné un peu à la fin, mais notamment sur la question de la dimension interreligieuse, par exemple, dans une société laïque, à quel point est-ce exportable? Donc voilà une question à Monseigneur Laurent Ulrich. Quant à Xavier Bertrand, alors il y a d'une part une remarque, je ne sais pas si elle est un peu perfide, mais elle est formulée de la façon suivante: est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de l'élite qui dénonce la déconnexion des élites? Voilà, donc première remarque. Et plus profondément, je lis la question: on voit bien que le monde associatif et les lieux de culture peuvent constituer des ressources essentielles à la société. Alors, les collectivités encouragées par l'État ne sont-elles pas irresponsables de les pressurer chaque année un peu plus? Voilà. Oui, pour compléter, donc beaucoup de réactions en effet très positives sur le fait de ne laisser personne sur le bord du chemin. Je citerai une phrase: personne n'est trop pauvre pour ne pas trouver sa place dans la société et dans l'Église, à nous de jouer. Donc beaucoup de propos aussi très positifs, très encourageants. Voilà. Et une question alors plus pour Claire Hédon. Donc sur le projet Zéro Chômeur, pouvez-vous développer un peu plus sur ce projet, et ne mériterait-il pas d'être dupliqué, d'être étendu, et comment? Et puis une question qui concerne plus Nathalie Sartoulajus, donc avec une réaction sur le fait qu'en effet il y a une défiance mutuelle due à une vision très polarisée. Et ne faudrait-il pas aller vers des visions qui soient plus multiples, voilà, et comment parier sur les capacités de l'homme à se transformer? Merci. Waouh. Monseigneur Ulrich. Alors, il faut faire vite. Simplement, quand je suis sorti ce matin d'une des deux tables inspirantes, quelqu'un, je crois que c'est l'animateur, m'a rappelé que dans la séance précédente, donc ça devait être la deuxième, quelqu'un tout de suite à la sortie lui a dit: mais donnez-moi vos coordonnées là, parce qu'il faut que je fasse la même chose chez moi. Voilà. Donc je pense que ça c'est il faut que je suive un chemin identique. Je crois que effectivement c'est probablement transposable dans une assemblée comme celle-ci. On a pris l'habitude maintenant d'offrir ce panel d'expériences, justement, parce que ce sont des bonnes pratiques qu'on essaye d'échanger et qu'on essaye de développer. Moi, ce qui me frappe le plus dans ce développement, c'est qu'une petite association ici est capable tout d'un coup, notamment par le jeu des réseaux sociaux, de se répandre un peu partout d'une façon quasiment imprévisible. Et elle peut se répandre non seulement partout, par proximité, mais aussi partout dans le monde, et peuvent naître des associations identiques sur des modèles créés ici, à l'autre bout du monde. C'est quand même tout à fait impressionnant et fort heureux. Et je pense que ça transforme, même si ça reste au niveau associatif, ça transforme peu à peu les mentalités et les pratiques. Alors, on va passer la parole à Xavier Bertrand. Je profite au passage sur le point que vous venez d'évoquer, qui était soulevé par cette question, de se dire que c'est quand même assez intriguant que, alors qu'il y a tant de solutions qui sont trouvées au plus proche des réalités, beaucoup de problèmes trouvent leur solution au niveau local. Pourquoi est-ce que, justement, ces bonnes pratiques n'essaiment pas davantage, n'essaiment pas plus rapidement? Pourquoi est-ce qu'elles n'atteignent pas une certaine masse critique qui permettrait de transformer davantage l'ensemble de la société? Alors, si les uns et les autres, vous avez des points à apporter là-dessus, je serais intéressé.
Xavier Bertrand. Pour répondre à votre question, parce qu'on ne gère bien que de près, mais cela suppose que l'État lâche prise. Et je pense que dans les années qui viennent, nous ne ferons pas l'économie de redéfinir ce que doit être le rôle de l'État en premier. C'est quoi le cœur régalien? Et ça n'est pas seulement la sécurité, la justice, la défense. Je pense qu'il y a aussi d'autres points, comme éduquer et soigner, mais que l'État devra aussi réécrire son contrat avec les entrepreneurs, avec les territoires, avec la société civile et également avec l'Europe. Ça, je pense que c'est incontournable. Je reviens à la question, ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait traiter d'élite quand même. Parce que quand j'étais même ministre, on m'a beaucoup fait sentir que le petit assureur de province n'avait pas vraiment sa place parce que je n'avais pas grandi à Paris, je n'avais pas fait les grandes écoles parisiennes et que je n'avais pas fait l'ENA et que je n'avais pas fait les codes. Mais j'accepte cette remarque parce qu'il est vrai que j'ai été ministre pendant 6-7 ans et que les fonctions que j'occupe aujourd'hui ne me font pas vivre exactement la vie de tous mes concitoyens. Maintenant, je ne suis pas dans une émission de télé-réalité, je ne vais pas faire Vie ma vie. Mais par contre, j'ai une obligation, c'est justement de couper court à cette déconnexion et d'essayer par tous les moyens d'éviter cette déconnexion parce que j'en ai conscience. Je n'ai pas découvert ça depuis un siècle, mais j'ai essayé de comprendre, même si j'ai porté nombre de réformes quand j'étais ministre, ce qu'il y avait à faire de différent. La première des choses, c'est que quand vous êtes ministre, vous avez 2 sujets. Le premier, quand même, pardonnez-moi, c'est de plaire. Et de plaire à celui qui va vous nommer, qui va vous garder ou qui va vous promouvoir. C'est le Premier ministre ou c'est le Président de la République. Et c'est un jeu qui n'est pas si original que cela, que d'être dans cette question de l'ambition. La deuxième chose, c'est que pour plaire, il faut tenir votre feuille de route. Et votre feuille de route, ce sont des réformes et ce sont des déficits à juguler. Et les chiffres deviennent plus importants que les gens. C'est ça le vrai sujet. Et ce que je me suis pris en pleine figure dans cette campagne des régionales que j'ai pourtant gagnée, où je voyais la montée des extrémistes, ce n'est pas des gens qui étaient amoureux des extrêmes, c'est des gens qui ne voulaient plus qu'on les prenne pour quantité négligeable. C'est d'une certaine façon ce que j'ai compris de cette forme de revanche des peuples. Et je pense que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on doit faire, on ne doit pas oublier au final que c'est pour les gens, pour les hommes et les femmes. Mais regardez dans le discours politique. Un maire vous parle de sa ville. Il ne vous parle pas en premier des habitants. Un candidat à une présidentielle vous parle de la France, c'est important. Et les Français dans tout ça. Et c'est ça le fond du problème. Et c'est en ça que je revendique cette forme d'humanisme qui permet de ne pas se tromper, peut-être aussi, et c'est avec cela que j'ai justement voulu rompre. Je le dis bien souvent, aujourd'hui je n'ai plus de patron au-dessus de moi. Mais je dois rendre des comptes à 6 millions de personnes. Je préfère de beaucoup avoir des comptes à rendre de cette façon. Voilà la réponse, je pense avoir répondu à ces deux points qui étaient évoqués. Si, il y en a un quand même. On a le droit aussi d'être cohérent, et je prends la remarque qui est faite, c'est la raison pour laquelle, dans la région, je ne suis pas la région la plus riche de France, je ne suis pas le conseil régional où j'ai trouvé de planches à billets dans les sous-sols, mais toujours est-il que sur la question de la culture, par exemple, le budget de la culture sur ce mandat aurait été augmenté de 2/3. Comme quoi, quand on veut, on peut. Parce que la culture est aussi la façon, parce que les dimensions ne sont pas seulement économiques et sociales, d'aller sortir les gens de leur isolement, de leur misère et de leur colère. Voilà pourquoi, si on veut être cohérent, on doit aussi, non pas diminuer ces budgets, mais aussi vraiment les conforter, voire les augmenter. Merci beaucoup. Claire Hédon, sur l'avenir des territoires zéro chômeur. Est-ce que vous me permettez deux petites choses avant de parler de territoire zéro chômeur? Je veux bien que vous remettiez le dessin avec l'escabeau, parce que j'ai une petite chose à dire là-dessus. Et le temps que le dessin soit là, j'ai une petite chose à vous dire, Xavier Bertrand. C'est très très bien vos aides au transport et à la garde d'enfants, mais il faut aussi que ça touche les personnes privées d'emploi, parce que les chômeurs sont privés d'emploi. Oui, mais voilà, donc c'est ça. Non, mais c'est très important parce que moi j'ai un souvenir très précis quand je participais aux universités populaires à Paris d'une femme qui habitait dans le 13e et que je voyais de temps en temps arriver en métro et puis de temps en temps à pied. Puis j'ai un peu mis de temps à comprendre qu'elle venait à pied plutôt en fin de mois
Et un jour, je lui ai demandé quand même pourquoi. Elle m'a dit, mais moi, il y a des moments, j'ai plus de quoi acheter un ticket de métro. Donc oui, je mets 1h15 à venir, mais je viens à pied. C'est ça que ça veut dire quand même, la grande pauvreté. Et juste pour réagir là sur le seuil de pauvreté et l'escabeau, et je trouve qu'il est très très bien ce dessin, parce qu'en plus, on ne comprend pas du tout pourquoi les pauvres, ils s'en sortent pas, et on leur file qu'un escabeau. Et franchement, pourquoi ils n'arrivent pas à monter jusqu'en haut, et on leur reproche en plus de ne pas réussir à s'en sortir, mais on leur file un escabeau. Je trouve que le dessin est très très bien, il me plaît bien. Pour territoire zéro chômeur de longue durée, ce qui est très intéressant, c'est que dans les emplois qui sont créés, mais moi j'ai compris qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui était, à mon avis, vu la façon dont ça a réagi, qui devait peut-être être dans la fabrique de l'emploi. Ce qui est très intéressant, c'est que les emplois créés sont vraiment majoritairement dans l'aide à la personne et dans la protection de l'environnement. Et ça, c'est très intéressant de montrer que c'est ça qui manque. Souvent, ce sont des emplois qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a besoin d'une aide pour que ces emplois-là soient créés, et on en voit bien l'utilité. L'extension, il nous paraît indispensable de poursuivre l'expérimentation. On en est à quasiment 3 ans de fonctionnement de ces entreprises à but d'emploi. Le projet, il était sur 5 ans. Ce qu'on demande maintenant, c'est une extension pour que d'abord ces 10 territoires puissent continuer 50 plus, et puis surtout qu'on puisse avoir 50 nouveaux territoires qui rentrent pour essayer d'améliorer ce qu'il va falloir mettre en place si on veut élargir de façon plus grande. Et je pense qu'on est dans un pays où on permet pas tellement l'expérimentation sur le long terme. Nous, on pense qu'il ne faut pas du tout étendre trop rapidement si on veut que ça marche. Ça, c'est la première chose. Et puis, puisque vous parlez en décentralisation et tout ça, et alors on est dans un état, là, on sent bien d'une envie du national de reprendre, alors que justement, ce projet, il marche parce que c'est un projet de territoire. Et ça, ça fait partie de nos inquiétudes. Le président de la République, et je suis obligée d'essayer de le croire, nous a affirmé, non seulement au moment du lancement du plan pauvreté, mais même après, qu'il y aurait une extension. Je pense qu'il y aura une extension. Notre grande crainte, c'est à quelles conditions et sur combien de territoires. Et on pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une 50aine de territoires. Et puis, dernier mot par rapport à ce que vous avez dit, à nous de jouer. Moi, je suis tout à fait d'accord que chacun de nous a une responsabilité dans cette société pour vivre mieux et vivre ensemble. Et je pense que cette partie-là est très importante de finir en se disant à nous de jouer. Nathalie. Oui, sur la polarisation de la société et le fait qu'il faut sortir un petit peu de ce clivage qui alimente un petit peu la défense mutuelle entre les élites et le peuple. Je dirais que je pense qu'effectivement c'était bien pour pointer les excès et les dérives de la mondialisation et d'une certaine élite déconnectée dont Jérôme Fourquet nous a dit effectivement ces élites qui se sentent comme des touristes dans leur propre pays. Ça, c'est grave, effectivement. Ce que je trouve un des signes encourageants, c'est par exemple quand cette élite est capable de faire son autocritique. Alors c'est l'un d'entre vous qui m'a signalé dans le Lacroix Hebdo un entretien fort intéressant avec un patron qui s'appelle Pascal de Murgère, qui est le patron de la Maïf. Et je trouve intéressant, voilà, c'est un énarque, je trouve intéressant, parce qu'on a besoin aussi de ces élites-là, et on a besoin qu'elles fassent ce travail de remise en question. Et j'ai trouvé son discours assez encourageant et vraiment rassurant, puisqu'il était tout à fait lucide sur ses excès, parce que effectivement, il y a de grands problèmes de considération et d'inégalité qui passent par les inégalités de salaire. Et quand il pointait, alors je n'étais pas au courant des chiffres, mais les chiffres sont quand même incroyables, que dans les années 80, un patron du CAC 40 gagnait 45 fois plus du SMIC, et en 2019, c'est 250 fois le SMIC. C'est indécent. C'est indécent, et c'est bien que justement ce discours-là puisse être tenu par quelqu'un qui appartient aussi à cette élite. Je trouve ça très encourageant. Voilà, donc ça fait partie, si vous voulez, des passerelles. Ça passera par une remise en question de ces élites. Et la dernière question, c'était sur l'espérance. Sur l'espérance de transformation, je dirais que je ne serais pas chrétienne. Probablement si je ne croyais pas à la pauvre petite vertu d'espérance. C'était Paul Ricoeur qui définissait l'espérance ainsi. Il disait: l'espérance, c'est la passion du possible.
Je crois que, par égard à nos enfants et aux jeunes générations, on ne peut pas entretenir uniquement le discours du catastrophisme et dire bon ben voilà, bon nous on a bien vécu, maintenant on n'a plus qu'à être spectateur passif de notre propre dépérissement et de cette mort annoncée qui va arriver. Je crois qu'au contraire, nous devons d'espérer et d'espérer en eux. J'étais vendredi soir au centre spirituel du Haut-Mont et il y avait un jeune couple avec des enfants et ce qu'a dit cette jeune femme m'a frappée. Elle a dit ben voilà, oui, on fait des enfants parce qu'on a l'espérance que peut-être eux trouveront des solutions. Et je pense qu'on doit être plein d'espérance vis-à-vis de cette jeune génération, sinon on leur ferme le possible. On leur dit nos futurs, il n'y a pas d'avenir pour vous. Et on est quand même lourdement responsable de cela. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les 5 de ces échanges et notamment de cette conclusion. Nathalie, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Alors, je crois que Merci Madame Hédon, merci Madame Sartoulajus, merci Monseigneur Ulrich, merci Monsieur Bertrand, merci Monsieur Ladensberger. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision des voies permettant de redonner sens à notre vie en société, de créer des liens de confiance,